Hey, I'm Trisha Hirschberger, gamer, streamer, and Amazon Live host. I stream about tech, gaming, and the stuff I actually buy right here with my community. And Amazon Live makes it easy. Streaming gameplay, scouting new gear, chatting, and shopping all at the same time. That's my kind of multitasking. And it all happens on Amazon Live. Shop on Amazon Live by searching Amazon Live in the Amazon Shopping app and follow your favorite creators today. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café, des fois des moins bons cafés, ça arrive. Je serai Audrey, votre animatrice, et bien entendu aujourd'hui je suis avec la brillante, l'érudite, la splendide Catherine. Comment ça va Catherine? Ça va bien! Et toi? C'est la nouvelle année 2023, wouhou! Techniquement on est encore en 2022, mais c'est future nous autres qui vont parler. Faut pas dire ça secret! Alors, on espère que vous avez eu un beau temps des fêtes, que vous êtes bien reposés, que vous êtes pas trop ennuyés de nous pendant qu'on prenait une pause. Juste assez. Juste assez. On s'est laissé désirer. Oh! Alors, maintenant qu'on est de retour, qu'on est bien reposé, qu'on a passé beaucoup de temps en pyjama, on est prête à retomber dans le monde interlope. Oui! Mais avant de se lancer à pieds joints dans des histoires de crime, Catherine, aurais-tu un premier café à nous recommander pour l'année 2023? Oui! C'est un café que j'ai eu le plaisir de ramasser dans mon épicerie, qui est l'épicerie des riches de Westmount. C'est un café qui vient de une entreprise de café de spécialité établie à Montréal, au Canada, en 2020, qui s'appelle Ambrose. A-M-B-R-O-S. Oh! Puis, je dis que c'est du café d'épicerie, mais c'est pas du café d'épicerie, je veux dire, c'est ça. C'est ça du sonne café fancy. De micro-torréfacteur. Moi, j'ai goûté le Gédeb d'Éthiopie, qui se vend au coût de 23$ le 340 onces. Non, c'est pas ça. 340 onces! Mon Dieu, ce serait donc bien gros. Excuse-moi, 23$ le 340 grammes, qui est 12 onces. Voilà. Et c'était un café, là, j'ai une critique très mitigée à vous offrir aujourd'hui. Parce que moi, j'ai adoré ce café-là. Ça dit, selon la description sur le packaging, que ça allie la jutosité du thé glacé à la pêche et le fruité de la fraise rhubarbe avec l'acidité délicate du kiwi. Ça sonne comme tout un punch aux fruits. Je sais. Moi, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que c'est un autre café qui vient de la région du Yirgacheffe en Éthiopie. Je vous ai déjà parlé d'un café de Castello qui venait de cette région-là. Moi, j'avais beaucoup aimé ça. Fait que là, j'ai encore plus aimé celui de Ambrose. Mais mon chum ne l'a pas aimé pantoute. Donc, moi, je peux vous dire que si vous vous faites des lattés, c'est vraiment excellent parce que justement, le crémeux du produit laitier que vous utilisez, ça coupe un petit peu dans l'acidité qui vient avec le côté fruité du café. Mais mon chum, qui lui prend ses espressos straight up, là, ristretto, espresso ristretto, comme Nick Romano, lui trouvait que c'était trop acide. Fait que si vous aimez les cafés fruités, un goût très, très floral et très délicat,
vous allez aimer ce café. Donc, je le répète, c'est le Jedeb d'Éthiopie. Le café qui vient de la compagnie Ambrose, A-M-B-R-O-S, qui est une compagnie montréalaise. On encourage les cafés d'ici, même si on fait pas pousser de grains à café ici. Oh mon Dieu, l'autre jour, je suis tombée sur une vidéo, tu sais, les gens qui font torréfier leur café eux-mêmes chez eux. Puis je suis tombée sur... Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont du temps. C'est quoi leur problème? Il y a un gars Ok, parfait. qui, pour torréfier son café, il l'a deep fried. Non! Ben voyons donc, c'était-tu bon? Il disait que c'était pas terrible. Ben oui, ben tu m'étonnes. Fais quelque chose que t'es vraiment pas pantoute censé à faire, puis après ça, dis que ça goûte pas bon. Non, il a dit que c'était pas si pire. Ok. Alors, si vous êtes curieux, c'est le YouTuber James Hoffman, que je vous avais déjà recommandé dans l'épisode sur Richard-Henri Bain, qui deep fry son café. Vraiment, mais ça sonne comme le monde qui écrivent sur les recettes de Ricardo, là. J'ai remplacé la poitrine de poulet par 2 filets de saumon, puis ça goûtait pas pareil pantoute, puis c'était pas bon, 1 étoile sur 5. Ça sonne de même, tu sais. C'est comme, y'a personne qui a dit que t'as besoin de faire frire ton café, chose. Non, c'était juste lui qui était curieux. Mais toute curiosité n'est pas bonne à avoir, qu'ils disent. Ah, c'est vrai. Il me semble qu'ils disent ça. Ils disent ça? Il me semble qu'ils disent ça. C'est une expression qui existe. Ça se peut. Au pire, on va se faire corriger. Non, c'est toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah, Never c'est mind. ça. Tout le monde qui criait à leur, Ouais. à leur Spotify, là. Voilà, je m'en suis rappelé, tout le monde. Alors, t'es-tu prête pour mon histoire? T'as même pas dit c'était quoi mon histoire. Je te laisse. Excuse-moi, je mets la charrue devant les bœufs. Hey, c'est ma journée pour les dictons. Hey. Alors, Catherine, maintenant qu'on a inauguré la nouvelle année avec du café, avec quelle histoire de crime allons-nous inaugurer cette année? OK. Là, j'avais le choix, parce que moi, j'écris plusieurs cas comme en avance. Là, j'aime ça avoir une petite banque de cas. Puis là, j'avais le choix entre un cas avec plein d'enfants qui meurent, un cas avec plein d'enfants qui se font abuser, puis un cas avec aucun enfant qui meurt puis aucun enfant abusé. Fait que j'ai opté pour celle-là. Hey, c'était tout un choix que tu m'as donné tantôt. Je sais, hein, c'était vraiment... Est-ce qu'on veut un cas très déprimant, un cas très très déprimant, ou comme une affaire plus léger qui est vraiment old-timey, fait qu'on est comme... Ouais, celle-là, on va se permettre de faire des blagues. Puis là, c'est ça, comme je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, puis dans d'autres épisodes, à toutes les fois que mon père me demande des nouvelles de mon podcast, puis qu'il écoute de nos épisodes, il dit « Oui, mais c'est quoi le crime? » Ici, c'est très évident c'est quoi le crime, car je vais vous parler d'un gang de brigands que nous avons surnommé la bande à Chambers et qui terrorisait la ville de Québec et plus principalement le coin de Cap-Rouge dans les années 1800. Ça va filer Robin des Bois. Ben, c'est comme Robin des Bois, mais comme Robin des Bois, il est terrible au lieu d'aider les pauvres. Ah, il aide absolument personne. Il s'aide lui-même. C'est pas comme... C'est ça, c'est pas comme Robin des Bois. Je le décrirais plus comme Jesse James et sa gang, mettons. C'est vraiment, c'est des méchants qui sont méchants pour le fun d'être méchants. C'est pas pour le fun de... Oh, c'est des truands du Far West. Ouais, c'est des vrais truands. C'est pas pour le fun de voler les riches pour donner aux pauvres. C'est ça. C'est pas pour ça. Qu'ils faisaient ça à la bande à Chambers, c'était juste pour être pas fin. Oh, maudite gang d'égoïstes. Alors, voici mon cas. Donc, introduction. Je commence toujours mon introduction en disant « Bonjour la Terre, ici Catherine, d'un peu de crime. » C'est ça. Notre message s'adresse à tout le monde dans le monde. Hey. Donc, voici l'histoire de la bande à Chambers. Ma source principale, vu que je ne cite jamais mes sources, il y a personne qui m'a repris là-dessus, mais il faut que vous sachiez que j'ai des sources pour vrai. Là, ma source principale était un long article rédigé par un dénommé Pierre-Georges Roy en 1908 et qui comportait vaste nombre de belles citations juicy que je vais pouvoir vous lire plus tard. Ah, j'ai hâte. Je sais, je me suis aussi inspirée du blog de Vicky Lapointe qui s'appelle Patrimoine, Histoire et Multimédia, d'un blog d'anecdotes historiques et du site du répertoire patrimoine culturel du Québec. Donc, êtes-vous prêtres et prêtres à mettre un peu de crime dans votre café et dans votre tennis? Comme j'ai dit, je parle tellement bien. Je me demandais dans quoi d'autre tu voulais mettre. Dans votre tennis? Dans le tennis. Parfait. Je suis prête. Oui, bon, Je suis prête. Notre histoire commence en 1830. Depuis quelques années, ça va mal à la chope dans la ville de Québec. D'abord, il y a les épidémies de choléra de 1832 à 1834 qui coûtent la vie à une tralée de gens. Et ensuite, entre 1834 et 1835, une bande de méchants brigands terrorise les habitants de Québec à coups de cambriolage et d'attaques armées et même de meurtres. Faites pas ça, c'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Absolument pas. Le soir, les gens ont tellement peur qu'ils se barricadent dans leur maison. À Québec, personne ne sait qui est derrière ce blitz de terreur. Mais moi, je le sais, fait que je vais vous le dire. C'est la bande à Chambers.
Est-ce qu'il claque des doigts en arrivant? Pareil comme dans West Side Story. Alors, présentation de la bande à Chambers. Chambers de la bande à Chambers s'appelle Charles Chambers, aussi appelé Cambré dans certains documents pour une raison qui m'échappe complètement. J'aime mieux Chambers, ça a plus de gueule. Cambré. Charles Cambré! Charles Cambré! Donc, Charles Chambert, en 1835, est âgé d'environ 30 ans. Il est marié à une jeune fille de 17 ans du nom de Julie Gagné. Qu'est-ce que tu penses de cet écart d'âge, toi? Ben, je sais que dans ce temps-là, c'était rien. Oui. Aujourd'hui, c'est très, très frowned upon. C'est pas la moitié plus 7 pantoute, là. Aujourd'hui, ça serait le début d'un post Am I the asshole sur Reddit. Oui! Mon chum, moi 17 ans, F 17, et mon chum M 30. Mon chum fait des cambriolages. Donc, il est marié à une jeune fille de 17 ans du nom de Julie Gagné. Le frère de Charles Chambers s'appelle Robert Chambers. C'est un avocat de renom. Mais je savais pas que le prénom Julie était aussi vieux, par contre. Je sais, hein, ça fait comme si elle était née en 1990. Ouais, on dirait quelqu'un avec qui j'étais à l'école. Mais non, parce qu'elle avait 17 ans en 1834. Donc, le frère de Charles Chambers est un avocat de renom. C'est un jour Robert Chambers qui va inaugurer la terrasse du Frein à côté du Château Frontenac où est-ce qu'il y a le téléphérique qui descend jusque dans le petit Champlain. C'est quand même un honneur. Oui, c'est ça, c'est quand même pas lui qui rien. a pété la bouteille de champagne. Direct sur le téléphérique. Sur le téléphérique, clang! Voilà. Et là, Charles Chambers, quant à lui, est un humble marchand de bois. Un homme respectable et apprécié de tous. Mais vous savez déjà qu'il est pas respectable parce que je vous ai dit qu'il était dans un gang de brigands, mais oubliez ça 2 secondes. Du bois, quelqu'un veut du bois. Épinette, érable. Contreplaqué. Alors, voici un portrait de Charles Chambers fait par son meilleur ami George Waterworth. Je cite. « Il était d'une beauté et d'une force peu communes. Une belle tête, des traits réguliers, un cou bien fait, de larges épaules, une démarche aisée prévenait en sa faveur. Il avait des manières engageantes, l'esprit souple, la physionomie presque douce et prévenante, quand il n'avait intérêt qu'à vous séduire et à vous tromper. Mais quand de fortes passions l'agitaient, quand il rêvait un complot, quand il voulait, non pas éviter, mais renverser les obstacles, alors le masque d'hypocrisie qui couvrait habituellement sa figure tombait et montrait un fantasme effrayant. Son œil étincelait et se cavait, son front se couvrait de longs replis, les fibres de son visage se crispaient, battaient avec violence et menaçaient de se rompre. Ses lèvres minces devenaient livides et tremblantes, sa bouche à demi ouverte tiraillait convulsivement, et tour à tour d'un côté et de l'autre laissait entrevoir un affreux grincement de dents. Fin de la citation. Seigneur George, tu étais tout un poète! Au début, on aurait dit qu'il avait un méchant crush sur son ami Charles Chambers. Ouais, j'étais comme... J'ai une mauvaise nouvelle pour toi, là. Je pense que Julie Gagné, c'est Beard. C'est un front. Écoute! J'étais comme, OK, je t'aime vraiment beaucoup, Catherine. Je m'excuse de jamais t'avoir décrit en des termes aussi élogieux. C'est quelque chose pareil. On dirait vraiment que c'est un poète dans l'âme, là, parce que on créerait genre un vilain dans une pièce de Shakespeare. Là. Ça a comme pas de bon sens. Oui, on dirait le début de... Voyons, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Exactement! Alors, Charles Chambers était, je vous l'ai dit, un honorable et respectable marchand de bois. Et mais ce que tout le monde ignorait... Et ben chicks, selon George Waterworth. Et ben chicks, selon George Waterworth. Mais ce que tout le monde ignorait, c'est que cette business de marchand de bois était en soi frauduleuse. De nuit, Chambers cambriolait des navires transportant du bois en compagnie d'autres brigands à sa solde, dont son meilleur bro George Waterworth, celui de la description que je viens de vous lire, et il payait aussi les journaliers du port afin que ceux-ci retirent sur les bûches le sceau officiel du roi, histoire que le bois puisse être par la suite revendu, comme si Chambers l'avait obtenu légalement. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que il y avait des billots de bois. Sur le bout du billot de bois, il y avait un sceau royal qui était comme gravé ou qui était marqué au fer rouge. Fait que là, il payait les journaliers pour chopper une petite tranche sur le bout. Puis ensuite, lui, il volait les billots puis il allait revendre ça. Fais-toi donc une petite tranche d'épinette. Ouais, il pouvait utiliser ça pour faire une petite table là, pour des hipsters. C'est pas Robin des Bois, c'est le sketch de Monty Python, là, Dennis Moore. Celui qui volait des fleurs? Oui! Ouais, Dennis Moore, na 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 na. Exactement, écoute. Fait que là, tout cela fonctionnait à merveille. Et
Chambers avait la réputation d'un marchand de bois tout à fait respectable dans la ville de Québec, mais bien sûr, tout cela dissimulait une façade de crime et de cambriolage en série que je vais vous raconter à l'instant. Oh là là! Prochaine partie. La vie secrète d'un criminel geek. Non, c'est une joke. Je voulais faire la vie secrète des geekettes, mais c'est une vie secrète de criminel. Alors, à l'insu de tous, Charles Chambers était un brigand redoutable à la tête d'une organisation de brigands redoutables. Chambers avait commencé très tôt sa carrière de criminel en herbe. Non pas en allant à génie en herbe, mais plutôt en organisant et en pariant sur des combats de coqs. Ah! Donc, soir après soir, il voyageait d'une taverne à l'autre pour parier sur des batailles d'animaux. Pourtant, on dit sur son compte qu'il n'était pas un ivrogne. Son affaire, c'était pas de boire, c'était juste de jouer dans les tavernes. Il voulait juste regarder des poulets se donner des coups de bec dans les yeux. C'est ça. Non, gardez votre alcool, apportez-moi 2 poulets un petit peu en tabarnak. Alors, on dit aussi de lui qu'il faisait des affaires illégales dans les tavernes de soir, mais sans préciser quoi. Le texte de Roy, dont je vous ai parlé tantôt, parle de, je cite, « sa science de l'escamotage et de la magie blanche, whatever that means ». Oh non, il faisait avec son doigt, là, comme « Regarde, j'ai enlevé mon doigt. » Regarde, les gens étaient comme « Hey, genre, je te parie 1 louis d'or que je suis capable d'enlever mon doigt, puis les gens étaient comme « Non, jamais de la vie, voici mon argent », puis là, ouais, il enlevait son pouce, puis tout le monde... Puis là, il volait les nez des gens. Non! C'était effrayant! Les gens avaient trop honte. Ils s'étaient fait voler leur nez. Ils voulaient pas aller à la police, tu sais. Mais non! Je sens plus rien, j'ai plus de nez. Non! C'est à travers ces virées de bar que Chambers a fait la connaissance des autres criminels de bas étage qui vont l'accompagner dans ses illégalités. Avec le temps, la presse a attribué à plusieurs le statut de membre de la bande à Chambers, en grossissant les rangs de l'organisation jusqu'à contenir environ 30 membres, mais en réalité, il n'était que 5 ou 6. On est cool, on est les gars cool! On est les gars cool! Non, mais c'est parce qu'il était tellement terrifiant dans le temps que, c'est ça, les journaux, ils étaient comme, ils sont 152 000, puis ils vous attendent pour vous sauter dessus quand vous sortez de chez vous. Mais c'était pas vrai, tu sais. Ils vont te donner un coup de batte de baseball dans ta tête, puis ils vont te voler ton sapin de Noël! Non! C'est des Grinch! Donc, les gars principaux de la bande à Chambers, c'était George Waterworth, son meilleur ami, qui est clairement en amour avec lui, Pierre Gagnon, Nicolas Mathieu et James Stewart. Mais ils ont tous des prénoms d'acteurs dans une série télé de Radio-Canada. Mais c'est pas grave, ça. C'est un problème? Non. Ben, c'est parce que d'habitude, quand on fait des old-timey crimes, les gens, ils ont des noms Je twists. sais, tout le monde s'appelle comme Arsène, Théobald, puis comme, c'est ça, Herménégilde. Tout le monde est comme Guillaume, Nicolas, Samuel. Ouais. Charles, Georges. OK. C'est le groupe chat à mon chum avec ses amis, là. Donc, maintenant qu'on connaît si bien Charles Chambers, le joli et séduisant et charmant voleur de bois / amateur de combat de coq et / amateur de magie blanche, prenons quelques instants pour apprendre à connaître ses compagnons avant de plonger dans leur sordide vie de crime. Puis là, c'est comme dans les films de gangsters où est-ce qu'on les voit avec le panneau qui est identifié là, dans la police, puis c'est comme, ah ouais, ça oui. c'est le gars qui ouvre les coffres-forts! Ouais! Moi, je vois ça comme le montage au début de Ocean Eleven avec George Clooney puis Brad Pitt, là, puis c'est comme, alors, je vais te présenter les meilleurs bros dont t'as besoin dans ton équipé pour aller voler un casino. Alors, le premier, c'est George Waterworth, le best bro. Il était natif d'Irlande. Il avait émigré au Canada avec toute sa famille quelque part entre 1820 et 1823, soit plus de 10 ans auparavant. Il était le membre le plus éduqué de la bande, un vrai petit nerd qui était allé à l'école en Irlande. Oh, en Irlande! Il a fait la connaissance de Chambers en 1832 dans une des tavernes où celui-ci gageait sur les coques. Puis il était comme ce beau monsieur-là. J'aimerais ça faire des cambriolages avec lui. J'aimerais ça faire un combat de coq avec lui. I will see myself out. Wow! Alors, prochain membre, Pierre Gagnon. Pierre Gagnon était aussi natif d'une famille respectable de campagne, mais son penchant pour les femmes et la boisson l'ont rapidement mené vers la capitale, où il s'est trouvé des amis qui se tenaient comme lui dans les bonnes auberges et passaient leurs jours et leurs nuits en dissipation. Les bonnes auberges. Sans surprise, c'est de même qu'il a rencontré Chambers, qu'il l'a, j'ai écrit, emporté dans une vie de criminalité. Amenez-moi au bout. C'est ça, il l'a emporté dans une vie de criminalité. Au bout de la vie de criminalité.
Emmenez-moi au pays de la criminalité. Alors, le prochain, c'est Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, quant à lui... Nicolas Ciccone était, quant à lui, apparemment devenu criminel, même avant de rencontrer Chambers. Alors, ce n'est pas la faute à Chambers s'il était un parfum. C'est un naturel. C'est vrai. C'est un old school criminel. Originaire de Beaupré, comme le géant de Beaupré, Nicolas Mathieu aurait apparemment commencé sa carrière en volant des moutons. Il s'est joint à la bande à Chambers en 1830. Hey, ça fait-tu pas assez un crime de 1835 voler des moutons pareil? Je pense que ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Hey! Fait que là, il s'est joint à la bande à Chambers en 1834 et Chambers le décrivait comme suit, je cite, « Déterminé comme un diable, ne craignant ni ciel ni terre, plein de ruse et de sang-froid, discret, vigilant, aguerri et capable surtout de faire sauter une serrure mieux que qui que ce soit. Et puis, ce qui n'est pas à mépriser, c'est un vieux misérable coquin qui ne connaît pas son mérite et qui ne sait pas se faire payer. Quelques piastres pour boire une bouteille et passer une nuit de désordre, voilà ce qu'il demande. Il ne connaît rien de mieux. » Fin de la citation. Donc là, c'est comme un... C'est un homme de mauvaise vie. Un backhanded compliment. C'est comme, il est vraiment bon, mais en même temps, il est un peu cave. Puis comme, tu vas faire un vol avec lui, puis il va juste accepter une bouteille de bière en guise de paiement, genre. Et des femmes de mauvaise vie. Selon les standards de l'époque. C'est votre travail, c'est correct. Oui. Le dernier membre de la bande à Chambers s'appelle James Stewart, comme l'acteur hollywoodien, mais c'est pas lui. James Stewart était un criminel déjà connu par la police. Il était déjà connu par la police avant son association avec Chambers. Il avait déjà fait de la prison pour vol et il était basically un SDF de l'époque Il était décrit par la police comme suit, je cite, « Sans logis reconnu, il passait les étés dans les fourrés des plaines d'Abraham et les hivers dans les granges, les hangars et les cabarets borgnes quand il avait un peu d'argent. Hashtag sliving, comme dirait Paris Hilton. » Stewart était un membre de la bande, étant un criminel aguerri, mais il n'était apparemment pas très intelligent et Chambers ne lui donnait que de petits rôles à jouer dans leurs crimes parce qu'il considérait que James Stewart était un petit peu un loose cannon, donc un individu chaotique dont il était très difficile de prédire les comportements. J'imagine quand même James Stewart, désolé. Donc désormais nous sommes en 1834, la bande à Chambers est fondée et peut commencer son blitz de terreur et de crimes. Prochaine partie, les premiers crimes. Mes titres étaient pas super imaginatifs. C'est correct. Ça dit ce que ça a à dire. Ça dit ce que ça a à dire, c'est très clair. Le premier crime commis par la bande de Chambers fut le cambriolage du bureau de M. Atkinson le 3 novembre 1834. J'ai volé tes photos de famille! Non, même pas. M. Atkinson était, comme Charles Chambers, un marchand de bois. Apparence en fait que les deux hommes faisaient souvent des affaires ensemble, ce qui veut dire que c'était genre doublement pire que Chambers l'ait cambriolé. Donc c'était comme un backstab à un collègue de travail. Oh non, il volait sa job! Le fait est que, dans la nuit du 3 novembre 1834, Chambers, Waterworth et James Stewart, ainsi qu'une autre personne non identifiée, se sont introduits par effraction dans le bureau de M. Atkinson par une fenêtre. Dans le bureau se trouvait un coffre-fort qui, selon le texte de Georges Roy, pesait plus de 8 quintaux, un quintal étant équivalent à environ 100 kg, donc 800 kg, donc quasiment une tonne. Mais il y avait un joueur de hockey qui s'appelait Stéphane Quintal. Fait que maintenant, je vais toujours m'imaginer que ça pèse en combien de Stéphane Quintal? Ça pèse... c'est plusieurs, là, c'était 8 Stéphane Quintal. Oui. Donc, Chambers et ses complices ont réussi à sortir le coffre-fort du bureau parce qu'ils étaient apparemment ben forts et ont réussi à le transporter en chaloupe jusqu'à côté du marché Saint-Paul. Et là, Chambers a réussi à ouvrir le coffre-fort à coups de hache et à l'intérieur, ils ont trouvé 157 louis d'or et quelques piastres. Wow. Voici comment la bande s'est séparée les profits du cambriolage. Je sens que ça a été très égal. Bon, super. Quelques piastres à Stewart et à l'inconnu, 7 louis d'or à George Waterworth et 150 louis d'or à Chambers. Voilà. Ben oui, très juste. L'autre dude, il voulait juste une bouteille de bière. Ben c'est ça, il y a une femme de mauvaise vie. Donc ensuite vient le vol chez le vieillard Paradis. Un des années 1800, ok? Fait qu'il faut pas avoir trop d'attente par rapport à comme les noms des gens. Fait que le vieillard Paradis, on sait pas c'est qui. C'est un vieillard, puis son nom de famille c'était Paradis. Bon. Le vieillard Paradis était supposément riche et il habitait à Cap-Rouge. Dès l'automne 1834, la bande de Chambers avait décidé de cambrioler le vieux bonhomme, mais quand ils se sont rendus à Cap-Rouge pour procéder au vol, un voisin leur a appris que le vieux schnock avait déménagé à Charlebourg. Le vol devait donc être remis à plus tard.
pas de bol. On rembarque dans le tour. On remonte dans le char, on s'en va chez, oh mon Dieu, Ashton à la place. Let's go. On s'en va chez Ashton. Donc, le 3 février 1835, la bande a quand même réussi à cambrioler le vieux schnock Paradis. Il a pas réussi à se cacher. Non, ils l'ont retrouvé à Charlesbourg. Paradis vivait avec sa nièce, une petite jeunesse de 25 ans, et il hébergeait le soir du cambriolage un itinérant, ce qui est très gentil de sa part. Donc, le soir du 8 février 1835, Chambers, Waterworth, Gagnon et Mathieu se sont pointés chez le vieillard Paradis. Ils ont défoncé la porte et pendant qu'ils ligotaient Paradis, et le pauvre itinérant qui n'avait rien demandé à personne, sa nièce s'est sauvée du domicile par une fenêtre. Les bandits ont donc été obligés de se sauver du domicile plus vite que prévu, mais ils ont quand même réussi à s'en tirer avec la ronde somme de 170 louis. Pas pire, pas pire. Bon. Pour leur participation dans ce vol, Gagnon et Mathieu ont reçu 16 $ chaque, Waterworth a reçu 48 $ et tout le reste est allé à Charles Chambers. It is good to be the king, Ouais. comme ils disent. Il se gâtait pas mal. Quelques jours plus tard, les mêmes 4 membres de la bande se sont réunis pour commettre un autre cambriolage, celui de la chapelle de la Congrégation, au coin des rues Sainte-Anne et d'Auteuil à Québec. Ils vont voler le cœur du frère André. Oui! Munis d'un levier, Mathieu et Gagnon ont défoncé une fenêtre qui se trouvait en haut de la porte de la chapelle. Ensuite, un des hommes a réussi à gimme par la fenêtre et à déverrouiller la porte pour laisser entrer les autres. Waterworth resta à l'extérieur avec comme mandat d'assommer quiconque essayerait d'entrer dans la chapelle. Ni Et plus les ni 3 moins. autres voleurs sont allés en dedans pour tout dévaliser. Ni plus ni moins. Les 3 autres voleurs sont allés dans la chapelle et ils sont partis avec des ciboires, une lampe, un crucifix, une statue de la Vierge et 4 chandeliers. Ciboire. C'est un ciboire et un sacrement et un asti tabernacle. et tout ça. Et ils ont ensuite essayé de défoncer une porte pour partir avec l'ostensoir, mais ils n'y sont pas arrivés. Qu'à cela ne tienne, les voleurs sont ensuite repartis et sont allés enfouir leur butin dans la grange à Chambers, rue de l'Église, à Saint-Roch. Mais qu'est-ce qu'un ostensoir? Je ne sais pas c'est quoi un ostensoir. C'est une grosse patente en or placée sur l'autel. C'est un objet d'adoration. Ah, c'est très beau! très joli. C'est une excellente définition, ton affaire. C'est une grosse patente C'est- en or. Bon, mais ils ont pas réussi à voler la grosse patente en or. Elle devait être pesante. En tout cas, ça drip. Ça drip si vous avez ça chez vous. On connaissait les expressions des jeunes. Yes! Fait que là- Si tu yeets ça chez vous, ça drip. Fait que là, les voleurs sont allés cacher le butin dans la grange de Chambers qui habitait rue de l'Église à Saint-Roch. Donc, on est à Québec. Et j'espère qu'il y a du monde qui habite là puis qui nous écoute puis sont comme « C'est chez nous! » Bon, C'est comment c'est à côté de chez nous? Oh my god! la prochaine partie, l'indignation la plus totale. J'ai le poing levé! Oui, suite au vol de la chapelle de la Congrégation, le monde à Québec sont riled up parce que la population de Québec et du Québec, donc le Québec et le Québec, est alors ultra croyante. Fait que tu peux bien voler le vieux schnock à Paradis si ça tente puis tout le monde s'en sacre, mais tu ne peux pas aller voler une chapelle, non, monsieur. J'avoue Bon. que je pense que la ligne était là. La ligne est là, puis ils l'ont traversée. La bande à Chambers, ce sont des brigands sans foi ni loi, comme on dit. Oh là là! Donc, le problème, c'est que les connétables de la Old Timey Police n'ont aucune estifie d'idée de qui pourrait bien se cacher derrière ces crimes. Ils attendent les types et les types n'arrivent pas. Alors, le gouvernement du Québec offre le 17 février 1835 une récompense de 100 louis d'or à quiconque peut fournir des informations sur les maudits voleurs de la chapelle, que tout le monde commence à penser qu'ils sont liés à l'histoire du vol de bureau de Atkinson puis du vieux Paradis. Fait que tout le monde est en train de comprendre que c'est tout lié, ces histoires-là. Ils sont brillants, ce monde-là. Aussitôt, une dénommée Catherine Rock, R-O-C-H, Catherine Rock voisine, une femme de mauvaise vie, entre guillemets, se présenta à la police et elle fut référée au policier en charge qui était le connétable Carrier. Donc, Catherine Rock lui a raconté qu'elle se trouvait dans l'auberge de Madame Anderson, qui est un établissement très réputé de l'époque, Oh! quelques semaines auparavant, lorsqu'elle a entendu Charles Chambers et sa bande comploter pour voler la chapelle de la congrégation. Je te dis, ça va drip! Alors, ouais, Carrier tenta en vain de localiser Chambers et finit par se rabattre à se rendre chez les parents de George Waterworth à Bolton, en Beauce. Il fouilla la maison, Oh! ne trouva rien. Oui, on est rendu en Beauce, là. Fait que, alors, le connétable a fouillé la maison, il n'a rien trouvé et s'est remis en chemin pour Québec. Et sur la route, il croisa justement Chambers et Waterworth.
Chambers s'est mis à jaser avec le connétable Carrier pendant que Waterworth fouillait sa carriole pour vérifier si celui-ci avait réussi à trouver des gugus compromettantes dans la maison des parents de Waterworth. Oups. Mais il a bien vite compris que le connétable Carrier n'avait rien trouvé pantoute. Et c'est tant mieux parce Il que... faisait juste prendre une marche. Non, c'est ça. C'est tant mieux pour Carrier parce que plus tard, Waterworth a appris à la police que lui et Chambers avaient pris la décision de tuer le connétable si celui-ci avait déniché des affaires pour justifier leur arrestation. Mais non, il n'y avait rien dans la carriole du connétable Carrier, alors le connétable Carrier est reparti pour Québec et Chambers et Waterworth ont pu continuer leurs activités criminelles pour encore un petit bout. Tout le monde est rentré chez eux très content. Prochaine partie? Un meurtre! Oh non! Pour leur prochaine aventure criminelle, la bande à Chambers est passée à la vitesse supérieure Murder! Oh non! Mais Murder! Mais c'était un meurtre accidentel. Oups. Ne vous en faites pas. Ou faites-vous-en, c'est comme vous voulez. Voyez-vous, la bande à Chambers a cété ses vues sur la demeure du capitaine Sivrak, un ancien militaire de 82 ans qui était le gardien du phare de Lillet en face de Lotbinière. Là, c'est des noms auxquels je m'attends. Oui, hein? Bon. Le capitaine Sivrak. Fait que je mets ces indications géographiques dans l'espoir que quelqu'un comprenne à quel endroit je fais référence parce que, moi, je connais pas tous ces endroits-là. Je suis une petite fille de Montréal. En tout cas, au débouché de la rivière Richelieu, près de Lotbinière, il y avait un phare qui était gardé par un homme de 82 ans qui vivait tout seul dans une petite cabane parfait pour se faire dévaliser. Dans les mots de Roy, l'endroit était propice pour une attaque nocturne. C'est pas cool faire du victim blaming, monsieur Non, Georges on fait pas Pierre ça. Roy, là. Mm-mm. Le monsieur, il voulait juste vivre The Lighthouse avec Willem Dafoe. C'est tout ce qu'il voulait. Il avait rien demandé à personne. Il avait 82 ans en plus. Fait que c'est comme l'âge de Robert Pattinson et William Dafoe additionnés qui donnaient l'âge de ce monsieur-là. Donc, nous sommes maintenant rendus le 16 mai 1835. Donc, ça fait longtemps depuis le vol de la congrégation qui était en février, tu sais. Sivrak est attaqué par 3 ou 4 individus venus de Québec en chaloupe. Ici, les témoignages se contredisent quant à qui était présent, mais tous s'entendent pour dire que Chambers faisait partie des individus. Et Waterworth, quant à lui, dit qu'il n'était pas de la partie. Donc, il y a quelques brigands, dont Chambers, qui ont attaqué le pauvre capitaine. J'étais pas là, j'avais un cours de pilates. Non, c'est ça. C'était malheureusement, il fallait que je fasse des pomodoro puis que je travaille sur quelque chose. C'était mon J'étais pas là. mental health day. Voilà. Mais en tout cas, pourquoi attaquer le pauvre vieux capitaine Sivrak? Ben parce que dans le temps, ce n'était pas très commun de placer son argent à la banque. Dans les mots de Roy, les gens n'avaient pas confiance dans les banques qui, disait-il, étaient des institutions anglaises fondées ou établies pour voler les Canadiens français des campagnes, ce qui est toute une prise de position. C'était Fin de la pas citation. là que je pensais que t'allais aller. Non, mais... Je pensais qu'on allait parler d'un autre groupe de personnes qui se fait Non. constamment pitcher de la merde sur Internet Non, du tout. par des rappeurs déchus. On n'est même pas allé là. On n'est pas allé là? Fait que là, tout le monde savait que le capitaine Sivrak avait une belle petite fortune qu'il avait amassée parce qu'il avait 82 ans, tu sais. Le problème, c'est que tout le monde savait que Sivrak était plein à craquer, mais personne ne savait où il gardait son cash exactement. D'où l'idée de le tabasser jusqu'à ce qu'il crache le moton, ce que les cambrioleurs ont décidé de faire. Mais Sivrak, le bon, le brave, ne cracha pas le moton. Alors éventuellement, la bande à Chambers se tanna de lui donner une raclée pour rien, et ils l'ont lancé dans sa cave qui était à moitié remplie d'eau pour ensuite saquer la maison, ne volant que quelques meubles et n'arrivant jamais à dénicher de trésors ou quoi que ce soit d'une grande Mais valeur. c'était donc bien gratuit. Oui, vraiment, ça l'est gratuit. Puis là, le vieux Sivrak a passé la nuit dans sa cave, qui était à moitié remplie d'eau, jusqu'à ce qu'on vienne le secourir, et comme il était vieux, comme l'indique son nom du vieux Sivrak, et qu'il avait passé la nuit dans l'eau frette de son fond de cave du mois de mai, il a fini par décéder. Oh. Mais pas avant d'avoir révélé sur son lit de mort l'identité d'un de ses assaillants qu'il avait reconnu. C'était Charles Chambers! Ah 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 ah! Il y a juste un monsieur aussi beau, et c'est lui. Il est incomparable, c'est lui qui m'a tabassé puis qui voulait voler mon cash. La police a de nouveau de quoi se mettre sous la dent. Mais tout n'est pas joué. Oh là là. La gang à Chambers n'en a pas fini avec ses cambriolages, oh non. Alors dans la nuit du 22 mai 1835, Chambers, son meilleur bro, George Waterworth, Stewart et un autre dénommé Lemire se sont introduits dans la maison de la veuve Montgomery, née Mary Ross. Montgomery. On sait que la maison de la vieille Montgomery... Elle était peut-être pas vieille, elle était juste veuve.
Tu peux être veuve de bonne heure. Elle peut être veuve de bonne heure. Donc, elle résidait... Quand t'avais 17 ans puis tu mariais un monsieur de 30, ça se fait que tu sois veuve à 24. Là. Ça se peut. Donc, on disait que la maison de la veuve Montgomery, où elle résidait avec sa servante et un enfant de 10 ans non identifié, était remplie d'objets de valeur. Passait par là. Mais c'était probablement son On l'a enfant, trouvé dans les c'est juste armoires. parce qu'il disait pas son nom. Fait que, en tout cas, la maison était supposément remplie d'objets de valeur. Alors, la bande à Chambers a pénétré dans la maison par la fenêtre de la cuisine, au rez-de-chaussée, et Madame Montgomery, sa servante et l'enfant, qui dormaient à l'étage, ont été réveillés par ce fracas et se sont réfugiés dans la chambre de Madame Montgomery. Armée d'un tisonnier, Madame Montgomery a crissé un coup à Chambers lorsque celui-ci a fait irruption dans sa chambre, mais apparemment pas assez fort parce qu'il était juste étourdi puis il s'est rétabli comme immédiatement. Fait que comme swing plus, ça que ça sert les cours de tennis. Donc, c'est Chambers que sa barre d'énergie était vraiment pleine. oui, c'est ça. Effectivement, mon Dieu, il a fait un power-up et il est retourné au combat. Ouais. Et là, il a ordonné aux 3 autres hommes de ligoter les occupants de la maison avec des draps, et puis la bande a entrepris de saquer la maison, fidèle à son habitude. La bande à Chambers est repartie quelques heures plus tard avec toute l'argenterie et les bijoux du domicile. James Stewart, Monsieur Loose Cannon, qui aime beaucoup les femmes de mauvaise vie, avait fait partie de ce cambriolage. Comme je vous l'ai dit tantôt, James Stewart n'était pas un acteur hollywoodien, mais un ivrogne et un petit peu chaotique. Alors, quelques jours après le cambriolage, il se serait saoulé à la taverne et aurait commencé à jaser un peu trop ouvertement du cambriolage de la maison de Madame Montgomery, compromettant la gang à Chambers. Hey, I'm Trisha Hirschberger, gamer, streamer, and Amazon Live host. I stream about tech, gaming, and the stuff I actually buy right here with my community. And Amazon Live makes it easy. Streaming gameplay, scouting new gear, chatting, and shopping all at the same time. That's my kind of multitasking. And it all happens on Amazon Live. Shop on Amazon Live by searching Amazon Live in the Amazon Shopping app and follow your favorite creators today. Alors, en réponse à ça, Charles Chambers a invité James Stewart à aller faire un tour de chaloupe avec lui. Et plus personne n'a revu James Stewart après ça. C'était quasiment discret. Mais attends, on va aller faire un petit tour de chaloupe. Et là, ils sont partis, ils étaient 2, et c'était comme pète et répète, et la chaloupe est revenue, puis il était tout seul, Charles Chambers. Fait que c'est ça qui arrive. C'est pourquoi le gros billot de bois dans le fond de la chaloupe? Je sais pas. Bois un petit peu plus de fort, là. Fait que... Le bloc de ciment avec une corde, c'est pourquoi? Je sais pas. Le sac de sport rempli de roches, c'est pourquoi? Je sais pas. Le prêtre qui me donne mes confessions, c'est pourquoi? Comme on dit, snitches get stitches and end up in ditches. Mais là, James Stewart, il a end up dans le fleuve, apparemment. Mais tu sais, avoir perdu un membre, ça n'a pas arrêté la bande à Chambers. Il en restait encore une coupe, puis les plus beaux étaient encore vivants. Donc la bande à Chambers a mis ses vues sur le domicile d'un autre vieillard qui avait apparemment une grosse fortune et qui vivait seul, alors on commence à voir un pattern ici, mais qui résidait cette fois-ci à Saint-Laurent, sur l'île d'Orléans. Le fait est que... l'île d'Orléans! La bande avait essayé l'année précédente de voler le domicile, mais pendant qu'ils étaient en train de vider la maison, Waterworth a donné l'alerte parce qu'il a cru entendre un bruit et tout le monde s'est sauvé. Paraîtrait que par la suite, Waterworth a été tabassé fort par ses amis pour leur avoir fait rater ce cambriolage. Tu m'as fait peur pour rien! Écoute, fait que là, c'est du passé, on se concentre sur le présent et on retourne à Saint-Laurent pour voler Monsieur Chose. Donc, Chambers et Waterworth se sont rendus à l'île d'Orléans et ont laissé leur chaloupe entre les mains d'un pauvre gars nommé Eggleston Knox. Voilà, tu voulais des beaux noms? T'en as un. Ça, c'est un beau nom, je suis satisfaite. Eggleston Knox n'avait aucune idée de ce qui se tramait. Les autres, il était juste qu'on a besoin de quelqu'un pour conduire une chaloupe jusqu'à l'île d'Orléans. Puis ensuite, Chambers et Waterworth sont allés entrer par effraction chez le vieux monsieur dont le nom n'a pas été rapporté par les journaux, étrangement. C'est un petit peu comme... Il restait anonyme. Comme l'enfant de Madame Montgomery. Donc, c'est un petit peu comme ils avaient fait pour le capitaine Sivrac. Ils ont tabassé le vieillard pour qu'il leur révèle où il cachait son argent. Mais le vieillard n'a pas flanché. Alors, après quelques heures de torture, le soleil a commencé à se lever et Chambers et Waterworth sont repartis bredouilles, emportant avec eux du linge et des provisions. C'est quand même, tu sais, on est venu jusqu'ici, tu sais. Mais tu sais, ils sont sur l'île d'Orléans, ils pourraient se rapporter du vinaigre balsamique au cassis, des affaires de même. Oui, ils pourraient, effectivement. Du bon vin. Prochaine partie. Bandits de grand chemin.
Ensuite, peut-être que la bande à Chambers commençait à manquer de liquidité parce que pour leur prochain crime, ils ont complètement changé de tactique. En juin 1835, la bande à Chambers a attaqué 2 personnes qui passaient de nuit et sous la pluie battante près d'un passage à gué en dessous du saut Montmorency. Je sais pas ce que ça veut dire, ça, mais c'est ça. Moi aussi, je sais pas c'est où, mais ok. Donc, Je te fais confiance. les 2 personnes étaient vraisemblablement en direction du Château Richer et à bord de voitures, donc probablement des carrioles. Comme des vrais bandits de grand chemin, la bande à Chambers a pris les 2 personnes en embuscade, leur bloquant le chemin et criant « La bourse ou la vie !» Et les 2 personnes ont aussitôt remis la bourse à toute la bande parce qu'ils voulaient sauver leur vie. Voilà, c'est comme dans ton affaire de Père Noël quand il était comme « Est-ce que tu tiens à ta vie? » Oui. Bon, voilà. La bourse ou la vie. Non, pas tant. Rough. Ouais. Oh, là, j'ai juste envie d'écouter la chanson de Adam and the Ants. Stand and deliver, your money or your life. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, ils étaient 5 ou 6 à chanter cette chanson-là ce soir-là dans la bande à Chambers. Et les 10 personnes qui comprennent mes références aux années 80 aussi sont comme « Ouais, excellent! » Ouais. Oh, c'est génial! Génial! Sauf que là, une des 2 personnes qui venait de se faire embusquer a fait une grosse erreur. Oh oh! La personne a reconnu Nicolas Mathieu, qui faisait partie de la bande à Chambers. Hey, Nicolas, tu connais? Et la personne le lui a dit. Donc, aussitôt, les brigands ont tiré les 2 personnes dans leur voiture et les ont tuées. On sait pas trop comment. Certaines sources disaient par noyade. Donc, si vous vous faites cambrioler, évitez de dire aux cambrioleurs que vous savez ils sont qui et que vous allez voir la police, parce que ça se peut qu'ils se débarrassent de vous. Ouais, dites-leur pas « Hey, comment il va ton père? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu! » Oui, c'est ça. Gardez ça pour un autre moment. C'est pas... tu sais, il faut read the room à un moment donné, là. Donc, ils ont ensuite jeté les corps dans l'eau pour faire croire à une noyade accidentelle, mais le monde n'était pas dû. Encore dans la même chaloupe! Faut que je fasse une précision, ici, parce que c'est des vieilles histoires, les sources sont un peu floues parfois, et il n'existe apparemment pas de preuves écrites de ce crime, donc on peut pas savoir s'il a été vraiment commis par Chambers et sa bande. 2 autres meurtres leur ont été imputés, soit les meurtres des frères Griffith, qui étaient des marins. On s'entend, ça ressemble peu au modus operandi de la bande à Chambers jusqu'à maintenant. Fait qu'on sait pas trop si c'est vraiment arrivé, cette affaire d'embuscade, blablabla. Ça se peut que Nicolas Mathieu il était impliqué dans une autre embuscade qui n'avait pas rapport avec la bande à Chambers. C'est pas trop clair. Mais en tout cas... Il était un travailleur autonome! Il était un travailleur autonome du crime. Mais en tout cas, il y a un dernier crime qu'on sait qui était lié à la bande à Chambers parce que ça ressemble beaucoup plus à leur mode de fonctionnement habituel. Et c'est le vol sacrilège de l'ange gardien. Là, ça fait beaucoup de crimes que je vous raconte, là. J'ai mis plein de crimes dans votre café. Il nous en reste un petit dernier avant que ce soit fini, puis c'est lui le plus étrange. Ça déborde, ça déborde! Ah! Ça déborde! Un soir de pluie, vers 22h, Charles Chambers s'est présenté chez l'abbé Maranda de l'Ange Gardien, qu'apparemment il connaissait très bien. Chambers lui a dit qu'il avait eu un accident de chaloupe et qu'il avait besoin d'un endroit pour dormir pour la nuit. Maranda lui a offert un souper et un lit pour la nuit. Le lendemain matin, en se rendant à l'église pour dire la messe, l'abbé Maranda a constaté qu'un vol sacrilège avait eu lieu, celui des vases sacrés de son église. Charles Chambers, réveillé par toute la commotion, lui a dit que son sacristain avait l'air ben louche et c'était sans doute le sacristain qui avait volé les vases sacrés. C'est le sacristain! Il a ça dans son nom qu'il a pris les vases sacrés. Le sacristain, le sacré, haha! Ah, voilà! Alors, c'est vrai qu'il avait l'air louche, le sacristain, donc l'abbé Maranda se rendit à la police et le pauvre sacristain, qui n'avait rien fait de pantoute, vous l'aurez compris, s'est fait arrêter et a passé quelques jours en prison avant d'être libéré. Il a eu un procès, au terme duquel il a été acquitté. Une chance parce que, vous l'avez compris, c'était Charles Chambers qui était responsable du vol des vases sacrés. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Galaxy Brain! Oh! C'est comme l'affaire de Jean Valjean qui va voler pareil. des chandeliers, là. Avec moins de musique. C'est exactement comme ça. Donc, on penserait que Victor Hugo s'est inspiré de la bande à Chambers pour écrire Les Misérables. Prochaine partie. Enfin, une arrestation. Mais là, il court comme la maladie d'amour, ce cher Charles Chambers. Si la police avait déjà des doutes quant à ses activités à cause du témoignage de Catherine Rock, la femme de désordre, il leur manquait des preuves pour pouvoir inculquer Charles Chambers et sa bande. Et ces preuves, c'est une simple servante qui leur a fourni. Cecilia Connor était servante chez un des voisins de George Waterworth à Bolton, en Beauce. Je vous l'ai déjà dit, Waterworth et Chambers ont passé un certain nombre de temps à la maison de Waterworth, en Beauce, pendant leur cambriolage spree. C'est parce qu'ils voulaient aller au festival là-bas.
Ah oui, c'est ça, exactement, à Woodstock en Beauce. Fait qu'ils sont allés à la maison de George Waterworth. Donc, lors d'une de ces visites, ils ont séjourné chez le voisin et Cecilia Connor a été témoin d'une affaire bien louche. On était en avril 1835, donc au milieu de toute cette folie de cambriolage. Au milieu de la nuit, Cecilia Connor a vu Chambers et Waterworth se diriger vers une cabane à sucre que possédait Norris, le propriétaire de la maison, I guess. C'était pas tellement clair c'était qui, Norris. C'est probablement le voisin de Waterworth. En tout cas, ils se sont dirigés, Chambers et Waterworth, vers une cabane à sucre qui se situait à 1 mile de là. Viens-t'en, ça va manger des oreilles de Christ. Non. L'intention des brigands était apparemment de, et je cite, transformer les vases, les chandeliers, etc. volés, pour citer Roy, sans doute en les faisant fondre. Je suis pas trop sûre comment ils étaient censés faire ça, mais je pense que c'est ça. En tout cas. Mais c'est parce que dans les cabanes à sucre, t'as toujours un gros alambic dans lequel tu dois faire bouillir l'eau d'érable pour faire sortir les... Ouais. Fait que j'imagine qu'ils voulaient mettre ça là-dedans. J'imagine que oui. Je sais pas si ça vient assez chaud pour faire fondre de l'or. Je sais pas. Si vous avez une cabane à sucre, écrivez-nous un peu de crème@gmail.com. Mais en même temps, c'est très mou de l'or. C'est vrai. C'est vrai que le point est pas si haut que ça. Je suis quand même curieuse. Je pense que, malheureusement, mon oncle qui avait une cabane à sucre est décédé. On pourra pas lui demander. Eh non. Bon, en tout cas, intriguée par les allées-venues des hommes à la cabane à sucre, la brave femme de ménage les a un soir suivis et les a vus, voilà, avec une petite statuette de la Vierge Marie, celle qui avait été volée à la chapelle de la congrégation. Oh, le petit Funko Pop de la Vierge Marie. C'est ça! Plusieurs jours plus tard, quand Chambers et Waterworth sont repartis, Cecilia Connor s'est rendue à la police du coin pour en informer le juge de paix. La police a communiqué avec la police... C'est la police de Beauce avec la police de Québec, qui s'est rendue chez Chambers et a découvert tout plein d'objets volés. Donc, sans plus de préavis, Chambers, Waterworth et Gagnon furent arrêtés. Le premier procès de Chambers eut lieu en septembre 1835. Wow. La couronne n'en savait pas encore bien long sur les crimes de Chambers, alors celui-ci fut simplement accusé du vol d'un télescope qui avait été retrouvé dans une valise dans la maison de Chambers lorsque celle-ci fut perquisitionnée par les connétables. Mais c'est parce qu'il avait entendu la chanson de R.E.M. et il voulait voir l'homme sur la lune. Voilà! Mais non, mais il voulait bien faire ça, mais c'était pas son télescope, c'était le télescope d'un dénommé George Holmes Park. Celui-ci a été amené à témoigner et il a dit qu'en 1835, en janvier, son bureau a été cambriolé et qu'on lui a volé son télescope. Ensuite, il a été contre-interrogé par l'avocat de Charles Chambers, qui était, selon Roy, sans doute le meilleur avocat de la province. Il s'appelait James Stewart, mais écrit S-T-U-A-R-T, pas son ami James Stewart qui l'a noyé dans le fleuve. Bon. Et toujours pas l'acteur hollywoodien. Non. Et ce nouveau James Stewart, l'avocat de Charles Chambers, était futur juge à la Cour du Québec. Donc c'était un big shot. Maître Stewart a pris la parole pour mitrailler le pauvre George Park de questions au point où celui-ci est devenu tout mêlé et lui a dit qu'il n'était pas en mesure de dire si c'était bel et bien son télescope qui se trouvait dans la maison de Charles Chambers. Fait que finalement, il était même plus sûr que c'était à lui. Et en plus de ça, Maître Stewart a fait comparaître 4 autres témoins qui ont pu témoigner du bon caractère de Charles Chambers et le tour était joué. Au terme du procès, Chambers a été acquitté par le jury. C'est un bon Jack. Tout ce bois-là, c'est à lui. Écoute, en mars 1836, un second procès commença, cette fois contre Mathieu et Chambers pour le meurtre du capitaine Sivrac, le vieux gardien du phare de l'îlet qui avait été pitché dans sa cave à moitié pleine d'eau. L'ouvrage de Roy recense 16 témoins qui furent entendus pendant le procès, mais le seul problème, c'est que personne n'avait été directement témoin de la raclée qu'avait mangé le capitaine Sivrac. T'sais. Fait qu'il y avait plein de témoins, mais c'était pas des vrais témoins. Alors, le 28 mars, le jury innocenta les 2 accusés faute de preuves. Tu sais, dans le temps, il y avait la peine de mort, puis il y avait un trop gros doute raisonnable pour envoyer un homme à l'échafaud, en plus du fait que, tu sais, Maître Stewart faisait tout le temps comparaître du monde pour attester du bon caractère de Charles Chambers, tout pour mettre des bâtons dans les roues de la couronne. Mais il restait encore une accusation qui pesait contre Chambers, celle du cambriolage de la maison de Madame Montgomery, la veuve, qui est peut-être vieille ou jeune, on sait pas trop. On est rendu en mars 1837, donc c'est l'année d'après. À ce stade-ci, Chambers est incarcéré depuis longtemps et il a décidé d'essayer de faire un deal avec ses geôliers pour pouvoir sortir de prison et profiter un peu de l'argent de tous ses vols, tu sais. Alors, il leur a offert de leur livrer le nom de tous ses complices en l'échange d'être remis en liberté tout de suite. Oh là 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 là! Ah là là!
n'a pas d'honneur. Un de ses complices et son best bro, George Waterworth, a été informé de cette histoire, que Chambers essayait de faire un deal avec les gardiens de prison, et il a décidé de passer à table avant que Chambers puisse le faire afin de se sauver les fesses. Mon moi tu tout en premier! Ouais, c'est moi qui te stole, non, c'est moi tu stole, non, fuck you! C'est pas toi, c'est moi qui te stole! Donc, il a donc trahi son meilleur ami, le Ça maudit t'apprendra à pas Waterworth. me donner des becs! Ouais. Si vous preniez pour lui jusqu'à maintenant, j'espère que vous êtes détrompés, hein? Il a trahi son meilleur bro, George Waterworth. Ainsi, le procès de Chambers se déroula un peu comme les deux autres, avec une exception notoire. Son ex-bro, George Waterworth, devint témoin pour la couronne et livra devant le jury un témoignage pas mal compromettant quant à l'implication de Charles Chambers dans le vol de la veuve Montgomery. Hell hath no fury like a lover scorned. Yes, like a best bro scorn. Hey! Et c'est sans doute ce qui pesait le plus dans la balance, parce qu'au terme de ce troisième procès, Charles Chambers et Nicolas Mathieu furent trouvés coupables, et ils furent tous les deux condamnés à mort. Oh non! Parallèlement à ça, Chambers, Mathieu et Gagnon ont aussi été accusés de vol sacrilège parce qu'ils ont cambriolé la chapelle, si on s'en rappelle. Et étrangement, les accusations contre Chambers et Mathieu sont abandonnées en 1836, sans doute parce ils sont déjà condamnés à mort, fait qu'on va pas les condamner plus, tu sais. Mais celles contre Pierre Gagnon persistaient. Gagnon a donc embauché ce cher maître Stewart, l'avocat de Chambers, pour le représenter. Waterworth était encore une fois le témoin principal de la couronne, et si Gagnon a été trouvé coupable, sa vie a été épargnée parce que son avocat a sorti des annales une vieille règle que tout le monde avait oubliée. Ce n'est pas un vol sacrilège si ce n'est pas commis dans une paroisse, et la chapelle qui avait été cambriolée, c'était seulement une chapelle de dévotion et non pas une chapelle paroissiale. Wow! Alors, en faisant retrancher le mot sacrilège de l'acte d'accusation, il a empêché que Gagnon soit condamné à mort et celui-ci a été simplement exilé, peut-être en Australie. Dans la colonie pénitentiaire! Et voilà. Oh, et si vous vous posiez la question, sachez que pour avoir collaboré avec la couronne pour faire condamner tous ses anciens chums, Chambers, Mathieu et Gagnon, Waterworth a été exonéré de tous ses crimes et a retrouvé sa liberté. Oh. Il a ensuite quitté le pays et on a perdu sa trace. Il est allé faire sa vie ailleurs avec des beaux marins. Sans doute. Quelques semaines plus tard, Charles Chambers et Nicolas Mathieu ont vu leur sentence de mort commutée en exil en Australie. À l'époque, l'Australie était la colonie pénale de l'Angleterre, on le rappelle, et c'est là qu'on chipait les pires criminels. Alors, le 27 mai 1837, ils se sont embarqués sur le gréement à voile Cérès en direction de l'Angleterre, où ils allaient changer de navire et continuer leur périple vers la Nouvelle-Galles en Australie, New Wales. Vers les kangourous et les koalas. Et les dingos et les wallabies. Les aventures criminelles de Charles Chambers et sa gang sont entrées dans l'imaginaire collectif des Québécois quelques mois à peine après le départ de Chambers pour l'Australie, quand un écrivain du nom de François Réal Anger publia un livre intitulé « La révélation du crime » ou « Cambré et ses complices », qui était un récit fictionnalisé et à moitié déguisé où sont racontées les histoires de la bande de Chambers, renommée Cambré pour l'occasion. Le livre a connu un immense succès et a été réédité à 2 reprises, en 1867 et en 1880. Chambers et sa bande en ont gagné un statut quasiment légendaire, un peu comme les frères Dalton du Québec, mettons, ou les Jesse James, etc. Mais là, sortons de la fiction et revenons à la vraie vie. Qu'est-il arrivé à Chambers après sa déportation? La vérité, c'est qu'on ne le sait pas. Selon certaines sources, il serait mort 6 ans après son arrivée en Australie, mais selon d'autres, il ne se serait même pas rendu en Australie et serait mort en Angleterre le 14 novembre 1837 à Woolwich, alors qu'il attendait son transport vers la colonie pénitentiaire de l'Australie. La fin de la vie de Charles Chambers demeure donc un mystère, mais une chose est sûre, toute cette histoire se déroulait en 1835, alors il est décidément mort aujourd'hui. Et c'est sur ces paroles très sages que je conclus cet épisode. Mais c'est drôle que tu précises ça, parce que quand j'étais à l'université, j'avais un cours d'histoire de l'art. Puis on avait un cours sur le Caravage. Mm-hmm. Puis là, notre professeur nous avait dit comme on ignore qu'est-ce qui est arrivé. Il a disparu un jour. Il a probablement été assassiné sur une plage, puis son corps a probablement été emporté par des vagues. Donc on ignore qu'est-ce qui est arrivé au Caravage. Mm-hmm. Puis il y a une femme qui lève la main et qui dit « Mais comment on peut être sûr qu'il est mort? » Puis le prof était comme « Ben, madame... » C'est parce que le Caravage... Attends, je vais juste le googler. Il est né en
1571. C'est ça, j'allais dire, c'était en 1600 qui faisait ses portraits, ses peintures. Mais comment peut-on savoir qu'il est mort? Puis la dame, Audrey. avec un regard hagard, de répliquer au prof, « Oui, mais comment on peut être sûr qu'il est mort si on n'a pas retrouvé son corps? » Madame. Puis il était comme, « Madame, parce que c'était à la Renaissance. Ben voyons donc, madame. Ça fait 4 siècles. Colin. On aurait dit une question comme « Ah, si un arbre tombe dans la forêt et que personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'on l'entend? Si on n'a pas retrouvé le corps du Caravage, est-ce qu'il est vraiment mort? » Ben, oui. Écoute, peut-être qu'il a juste décidé d'aller refaire sa vie ailleurs, en Grèce, pour vivre avec des beaux jeunes hommes. Mais je peux te garantir que même si c'est ça qui est arrivé... Il est 100% mort aujourd'hui. En tout cas. Mais non, c'est ça, c'est bien intéressant, les affaires sur qu'est-ce qui est arrivé à Chambers par la suite. Mais c'est ça, sur le blog de Vicky Lapointe, elle faisait elle avait fait des recherches dans des archives généalogiques et tout, puis elle avait trouvé la trace de des gens qui étaient possiblement Charles Chambers, mais justement, c'était des très très gros possiblement Charles Chambers, donc j'ai pas inclus ça dans mon épisode, là, mais c'est ça. Soit il y aurait, tu sais, eu sa sentence en Australie, éventuellement il serait sorti de prison, il aurait refait sa vie en Australie, mais il y avait d'autres sources, il y a plusieurs sources qui disaient qu'il était mort avant même de prendre le bateau pour l'Australie en Angleterre. Il avait genre pogné la grippe puis il était mort, un enfant de même. Ce qui était quelque chose qui arrivait beaucoup en 1830, là on était rendu en 37. Ouais, les gens des fois finissaient pas le voyage sur le bateau aussi, parce que les conditions sur le bateau étaient pas exactement idéales, puis... En Australie, les araignées attrapent des oiseaux au vol. Comme, tout est possible, mais dans tous les cas, on sait qu'il est mort aujourd'hui. Je suis contente de vous avoir laissé sur ces sages paroles, et puis on dirait que c'est pas donné pour tout le monde, ça, cette réflexion-là. Oui, madame, dans mon cours, Charles Chambers et le Caravage sont morts. S'il avait 30 ans, en 1834, c'est certain qu'il est mort. Oui, il est décédé. Je m'excuse si ça scrape votre journée, là, mais il est décédé. Vous êtes en sécurité. Il y a personne qui va venir cambrioler votre maison si vous habitez dans ce coin-là. Ok. Non, inquiétez-vous pas. Il est pas là. Il est plus là. Même si vous êtes une veuve qui vit avec une servante et un orphelin, ou je sais pas quoi. Et si ça vous intéresse, il y a un épisode de Charles Beauchesne, Les pires moments d'histoire sur les colonies pénitentiaires en Australie. Oui. Qu'on vous recommande. C'est un excellent épisode, très drôle, et qui va vous parler justement de ce statut que ces gens avaient à l'époque, puis même si... Chambers a été en Australie et qui a fait sa sentence au complet, mais souvent ce qui arrivait, c'est que les gens n'avaient pas les moyens de retourner chez eux après, donc ils restaient en Australie. Alors, mais merci Catherine pour ce old-timey case que nous, on aime beaucoup ici à Un peu de crime, et on espère que vous aussi à la maison, vous aimez ça, les histoires de old-timey case. C'est le cas qui ouvre l'année 2023. Je pense que ça l'a très bien ouvert, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ben oui, puis là, vous êtes déjà avertis que mes prochains cas, ça va être des enfants qui sont abusés puis des enfants qui meurent. Fait que, voilà, attachez votre truc avec la broche. Mais je vous promets que ça va être intéressant quand même. Puis vous savez que moi, ça va être des hate crimes. C'est léger! Vous avez le temps d'aller vous chercher une petite couverte puis de vous préparer. Comme dirait mon père, quel est le crime? Ça va être très clair, inquiétez-vous pas. Quel est le crime? Est-ce que le Caravage est vraiment mort? Est-ce que les dinosaures... Comment sait-on que les dinosaures ont existé si on n'a pas de photos? Hey, on pose des grosses questions à Un peu de crime. Alors, merci tout le monde d'être revenu après cette pause. Alors, si vous aimeriez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, @unpeudcrime, et sur Instagram, @unpeudcrime dans ton café. Si vous voulez nous écrire un courriel, vous pouvez nous écrire au unpeudcrime@gmail.com. Si vous avez un peu de temps et que ça vous le tente, vous pouvez nous laisser des cotes. Donc, donnez une cote au podcast sur Spotify, sur Facebook directement. Vous pouvez mettre une note sur la page, et vous pouvez aussi nous donner une note sur Apple Podcasts, pardon. Si vous avez des commentaires aussi, autant que possible des commentaires constructifs, ça nous aide à grandir et à vous proposer un contenu encore plus de qualité. Si vous aimeriez vous gâter et mettre un peu de crime dans votre garde-robe ou dans vos armoires de cuisine, vous pouvez le faire. Nous avons une boutique Etsy où nous avons de la marchandise assez variée. Alors, c'est sur Etsy, c'est la boutique Un peu de crime. Et vous avez des t-shirts, des tasses, des sacs, etc. Et on essaye assez régulièrement de mettre la boutique à jour. Et si vous n'avez pas nécessairement envie de vous acheter des vêtements,
Vous pouvez aussi faire partie de notre Patreon. Alors, Patreon, pour celles qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de patronage, donc où vous pouvez faire des dons à des créateurs et créatrices de contenu, que ce soit des podcasts, des vidéos YouTube, etc. Alors, nous avons maintenant une page Patreon où vous pouvez vous abonner et nous faire des dons de façon mensuelle. Sachez que vous pouvez toujours ajuster votre don si vous aimeriez donner moins, si vous aimeriez donner plus. Si un jour vous décidez de donner plus, sachez que tout le nouveau contenu auquel vous avez accès va être débloqué. Alors, par exemple, l'épisode qu'on avait fait en automne va vous être disponible. Donc, le contenu est toujours disponible, il s'agit tout simplement de le débloquer. Alors, vous pouvez vous payer un petit espresso qui vous donne... Un shout-out en ondes pour 3 piastres. Pour 5 $, vous pouvez avoir un bon vieux café filtre qui vous donne... Un shout-out en ondes. C'est une joke. Et un accès à notre communauté Discord. T'imagines si on avait 2 fois la même affaire avec exactement la même chose, mais un plus cher. Ça serait tellement niaiseux. Excuse-moi, je me suis trouvé très drôle. Mais... Donc, c'est ça. Pour 5 $ par mois, vous pouvez avoir accès à notre communauté sur Discord, où est-ce qu'on jase de crimes au Québec et de crimes à l'international. Et on accepte vos suggestions de café. Et on vous donne des suggestions de livres. Yes, sir. Et je parle des vaches en cavale. Ça me fascine. Il faut. Ensuite, pour 10 $, vous avez un fancy flat white qui vous donne aussi le shout-out en nom, de l'accès au Discord, mais aussi... accès à nos épisodes une journée en avance et un contenu bonus à chaque saison, soit 4 fois par année. Ça, c'est pour 10 $ par mois. Et pour l'automne, notre contenu bonus était un épisode bonus. On vous a fait voter, c'est ce que vous vouliez avoir et maintenant, vous l'avez eu. On a livré la marchandise. Et ensuite, pour 15 $, vous avez le succulent Cold Brew qui vous donne aussi le shout-out en nom, de l'accès au Discord, les épisodes un jour à l'avance, du contenu bonus 4 fois par année et... un paquet de 3 nouveaux stickers Un peu de crime qui sont des stickers exclusifs ainsi que 10% de rabais dans notre boutique en ligne qui est maintenant une boutique Etsy. Yes, voilà. sir! Alors, voici les options si vous aimeriez vous gâter et nous supporter pour qu'on puisse continuer d'être indépendante. Et pour les shout-outs, nous avons quelqu'un qui s'est abonné pendant notre heure de lunch. Alors, on peut le shouter out maintenant! Voilà! Parce que vous allez comprendre, Catherine et moi, on enregistre pas mal toujours 2 épisodes. Comme ça, si jamais il arrive quelque chose, on est sûr qu'il y a toujours au moins un épisode en banque. Uh-huh. Alors, si des fois vous êtes abonné entre 2 épisodes, ça se pourrait que votre shout-out aille juste pas à l'épisode d'après l'autre. Mais là, il y a quelqu'un qui s'est abonné pendant notre heure de lunch. Donc... Alors, voici, tu vois, à ton shout-out à toi tout seul, Pierre-Olivier. Merci beaucoup, Pierre-Olivier, de t'être abonné à notre Patreon. Merci pour ton aide. On espère que tu vas aimer le contenu auquel tu as maintenant accès. Yay! Et là, maintenant qu'on a donné toutes ces belles informations, les gens qui n'aiment pas les drames de salles d'attente dans les hôpitaux. Mais qui sont-ils? Qui sont-ils? C'est correct, ça fait peur, les hôpitaux, on comprend ça. Alors, si vous ne voulez pas entendre parler de cette merveilleuse comédie humaine qui est Stat, nous allons vous dire à dans 2 semaines pour plus de crimes et plus de café. Mais pour les gens qui veulent du drame humain, qui aiment l'odeur des produits nettoyants, et du purel, qui veulent se faire mettre des bolus, nos 2 minutes du petit médecin fendant, ça commence. Stat! Ah, Docteur Catherine! Ah oui, comment ça va, Docteur Audrey? Ah, je pense qu'on a eu une grosse journée, vous et moi, Docteur Catherine. Je pense que c'est le temps d'alléger un petit peu l'ambiance en riant ouvertement d'un de nos patients. Je suis très d'accord avec toi, madame. Je te tutoie, mais je t'appelle madame. Comme des bons médecins tenus au secret professionnel, on va rire de nos patients. Je suis toujours prête pour ça! Installe-toi là, sur le petit vélo stationnaire. Moi, je vais m'effoirer avec ma grosse clean cantine. Ok, j'y vais. Swish, swish, swish. C'est l'histoire d'un monsieur qui arrive aux urgences. Ouais. Puis il a bien mal au ventre. Comme il a vraiment mal au ventre. Puis là, quand que Suzanne Clément elle demande à sa femme qu'est-ce qui est arrivé, elle raconte que c'est sa fête au monsieur.
C'est pas le fun de finir aux urgences à sa fête. Ben non, Future pas Audrey, j'espère que t'as pas été aux urgences à ta fête. Mais non. Ok. Alors, elle dit à Suzanne Clément que pour son anniversaire, son mari, c'est un foodie. Il aime ça, goûter de la nourriture, tu sais. Alors, il a fait venir un chef qui a préparé de la nourriture juste pour lui et quelques amis et membres de leur famille. Et là, il a proposé de faire un Hot Pepper Challenge qui ne consiste pas à écouter tous les albums des Red Hot Chili Peppers en boucle. Oh, ben c'est dommage. Ce serait le fun comme Hot Pepper Challenge. Ça ferait un petit peu moins mal au ventre, peut-être. Sometimes I feel like I don't have a partner. C'était bon, hein? J'ai pas une imitation. On l'a reconnu tout de Red suite. Hot Chili Peppers. Mais tu portes un peu trop de chandail pour être dans les Red Hot Chili Peppers. C'est ce que je fais pas, genre, assez de drogue. Je suis pas assez... Je suis pas assez drug skinny pour être les Red Hot Chili Peppers. En même temps, toi pis moi, je sais pas comment on pourrait se cacher avec juste un bas. Faudrait comme qu'on se fasse un haut de bikini avec une chaussette. Faudrait... Ce serait plus difficile. C'est plus tough quand t'es une femme. Alors, le monsieur, il arrive et il a fait le Red Hot Chili Pepper Challenge. Oui. Alors, on apprend que... Là, ça se pourrait que je me trompe. Percer son œsophage ou quelque chose comme ça. Alors, il doit se faire opérer. Il est pas en danger de mort, mais il est en danger pareil. C'est comme avec un appendice. Mais c'est quoi le hot pepper qu'il a mangé? Ben effrayant, ça. Ça doit être le... Est-ce que c'est Le Ghost Pepper? California Reaper? Ah, peut-être le California... Non, le Carolina Reaper? Ouais, peut-être celui-là. Je me rappelle pas si c'était précisé. Si vous en rappelez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Fait que là, le monsieur, tu sais, il a bien mal au ventre. Puis là, Geneviève Schmidt, elle arrive avec toute sa bonne humeur et sa compassion. Puis elle lui dit « Monsieur, je suis ton père, ferme ta gueule. Et là, le monsieur dit « Non, je veux pas me faire opérer parce que j'ai peur de me faire endormir. Il a peur de pas se réveiller. » Puis tu sais, je le file, le monsieur. Moi aussi, quand je me suis fait opérer pour l'appendicite, c'était quand même l'aspect stressant de se faire endormir. C'est correct. Mais là, ils essayent de parler, puis ils sont comme « Monsieur, c'est parce que si on vous opère pas, là, comme vous allez mourir. » Ce qui est comme s'endormir, puis définitivement pas se réveiller. Et Geneviève Schmidt, de lui expliquer qu'il s'agit d'une procédure très simple, qu'elle est capable de faire d'une main tout en battant des scores à Fortnite avec son autre main, tu sais. Je pensais que t'allais dire en battant des gens. Aussi, en punchant son chum d'en face. Je peux vous opérer d'une main et de l'autre donner des baffes à quelqu'un. Hey! Skilled à ce point-là. Puis là, le monsieur, il veut pas, mais finalement, il y a un coming to Jesus moment. Puis il comprend qu'il y a pas le choix. Il doit se faire opérer. Fait que là, il dit à Geneviève Schmidt puis à Suzanne Clément, c'est correct, je vais me faire opérer, c'est correct, mais avant, j'aimerais me confesser. Oui, c'est important, ça. Fait que là, ils disent, il dit, oh non, mais là, tu sais, au cas où je me réveille pas, je veux me confesser. Fait que là, les autres sont comme, d'accord, faites entrer le sacristain! Et le monsieur dit, non, je veux me confesser à ma femme. Je veux dire à ma femme que j'ai été infidèle. C'est important. Si je meurs, je veux qu'elle le sache. OK. Alors, il fait venir sa femme, puis il avoue qu'il a été infidèle avec sa sœur! La sœur de sa femme, pas sa sœur. Elle a bien dû réagir. Et là, madame, distribue des gifles à tout le monde. Geneviève Schmidt, il demande si elle a besoin d'aide. La sœur. Et là, Geneviève Schmidt de tout simplement regarder le tout, hausser les épaules et dire à Suzanne Clément, en tout cas, s'il se réveille, ça va être rough en motadine. Alors voilà. Puis c'est-tu réveillé? Ah oui, c'était une opération très simple. C'était juste une phobie. Et au lieu de rassurer le monsieur, ils vont le laisser se mettre le pied dans la bouche. Oh mon Dieu. Alors voilà. Mais tu sais, c'est comme l'affaire, là, que faut toujours que tu portes des beaux sous-vêtements parce que tu sais pas quand tu pourrais te faire frapper par un autobus. C'est vrai. Puis en plus, c'est Sébastien Delorme qui conduit l'autobus. Ou qui vient à ta rescousse. On sait jamais. L'autre jour, on a eu une livraison. Puis j'étais en train d'essayer des vêtements que je venais d'acheter. Puis je suis allée à la porte. Puis je comprenais pas c'est quoi que la personne me livrait parce que c'était un monsieur qui était habillé comme... C'était un chauffeur de taxi. Il était comme en chemise, cravate. Puis là, il y avait un sac. Puis pendant un split second, je me suis dit, il pourrait sortir un gun puis me tirer dans le chest. Puis là, je mourrais avec le chandail que j'essayais. Puis je sais même pas si je voulais l'acheter. Puis là, je comptais ça à mon chum après. Puis mon chum était comme, mais c'est pas grave. Tu sais, j'étais comme, si je me fais tirer dans le chest, je pourrais jamais retourner mon chandail. Puis mon chum était comme, mais c'est pas grave parce que tu serais morte. Tu pourras pas retourner ton chandail, pareil. C'est ça. Fait qu'il faut jamais répondre à la porte avec un chandail qu'on pense qu'on veut peut-être retourner, parce qu'on sait jamais quand on va se faire tirer dans le chest par quelqu'un de random. Puis finalement, c'était juste ma livraison de nourriture. Ah! T'avais oublié que tu t'étais fait livrer de la bouffe. C'est parce que le système de livraison, il était géré par le restaurant. OK. Fait que c'était comme, c'était envoyé par un chauffeur de taxi, un vrai chauffeur de taxi, là. C'était pas un Uber, c'était un monsieur qui était sur sa run de taxi qui m'emmenait ma bouffe, là. Mais c'était pas un... c'est ça. Je me suis pas fait kidnapper comme le monsieur de la crise.
Nos vies sont plates. Ouais, mais c'est correct, comme ça, j'ai pu choisir si je voulais garder ou, renvoyer me faire rembourser mon chandail, puis je l'ai gardé, finalement. Tout est bien qui finit bien, mais maintenant, vous le savez, voilà. si vous allez répondre à la porte, mettez votre plus belle robe cocktail. Il faut. D'un coup qu'Éric Bruno s'en vient vous enlever. On sait jamais quand ça peut arriver, ça. Alors voilà, Dr. Catherine, c'est ce qui s'est passé aux urgences. Le monsieur, il s'en est sorti, mais je pense que he's gonna be in the doghouse, comme qu'on dit. Je pense que oui, puis il le mérite. Ouais, franchement, messieurs, faites pas ça. Mesdames aussi, faites pas ça, c'est vraiment pas correct. Non, c'est ça. Red Hot Chili Pepper Challenge ou pas. Mais faites le Red Hot Chili Pepper Challenge où vous écoutez tous les albums des Red Hot Chili Peppers. Voir si vous êtes capable de vous rendre jusqu'au bout. Je peux déjà dire que non. Bon, je vais aller faire ça en faisant du vélo stationnaire en attendant d'aller opérer quelqu'un. En tenant le rythme, en écoutant Billy California, whatever, c'était quoi la chanson? Danny California! Danny California! California, hear me sing. Hey, on l'a. Mais c'était pas une bonne tune, ça, en tout cas. Bon. Je vais pas dire mon opinion sur les Red Hot Chili Peppers, je veux pas me faire tirer des roches. Voilà, qui suis-je pour parler de la qualité des Red Hot Chili Peppers? Voilà. Personne. C'est correct, si vous aimez le rock funk, c'est votre prérogative. Bon, on se laisse là-dessus. Stat, mon chum. Alright, stat! Hey, I'm Trisha Hirschberger, gamer, streamer, and Amazon Live host. I stream about tech, gaming, and the stuff I actually buy right here with my community. And Amazon Live makes it easy. Streaming gameplay, scouting new gear, chatting, and shopping all at the same time. That's my kind of multitasking. And it all happens on Amazon Live. Shop on Amazon Live by searching Amazon Live in the Amazon Shopping app and follow your favorite creators today. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Lies, exploitation, and the American dream turned nightmare. This is Big Sugar, a deep dive into the inner workings of the sugar industry. I'm Celeste Headley, and in a new podcast, I'm investigating a true crime story like no other about the men who risked their lives to cut sugarcane. In Big Sugar from iHeartMedia, Imagine Audio, and the teams at Weekday Fun and Novel, I'll unravel a decades-long fight to get justice. If they were right, then these workers were owed tens of millions of dollars in extra wages. Listen to Big Sugar wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.